Épisode 7. Sortir de dépression. Trigger warning, cet épisode va parler de dépression, de scarification, d'hospitalisation et d'inceste. Salut tout le monde! Comment allez-vous? C'est mon premier épisode que j'enregistre chez moi en 2026. Pas forcément un bonheur d'être de retour à la maison, parce que ça veut juste dire que je suis plus avec mon copain, donc je suis un peu triste. Surtout que d'habitude je reviens des États-Unis et j'ai quelque chose à faire, je retourne à la fac ou j'ai plein de trucs prévus. Là, non, je reviens juste pour être au chômage et déprimée sur la situation politique et économique actuelle. Mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, de toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément lié à l'inceste, enfin, lié évidemment, il l'est, mais je veux dire que tu peux totalement être en dépression sans avoir vécu d'inceste. C'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes de mon âge et même de la génération après moi. Donc je pense que c'est important aussi que je vous parle de mon expérience, comment j'ai réussi quand même à me sortir la tête de l'eau et à aller mieux. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui je vais super bien et que j'adore la vie et que je vois des arcs-en-ciel partout, mais j'ai quand même réussi à ne plus vouloir mourir tous les jours. Compatissante. Je mangeais pas au début et donc j'étais en hypoglycémie, je me sentais pas bien et quand je leur ai dit que je me sentais pas bien, elles m'ont répondu bah oui, bah si tu manges pas en même temps, hein, moi je parie que t'es en hypoglycémie. Donc elles ont fait un test puis elles étaient bah oui, t'as vu, t'es en hypoglycémie. Je suis en mode j'ai envie de crever là, vraiment, c'est pas le moment d'enfoncer le clou dans le cercueil en fait. J'ai pas du tout compris la réaction de ces infirmières face à ça parce que vraiment c'est vraiment ayez un peu de compassion. Je comprends pas pourquoi tu choisis un métier tel qu'infirmier, infirmière, si tu veux pas avoir un peu de compassion. Moi, j'étais en train de gerber dans les toilettes et j'avais trois infirmières qui me regardaient en mode bah t'as vu, fallait manger en fait. À ce moment-là, j'ai été transférée dans un autre hôpital qui était beaucoup plus proche de chez moi et qui traitait les cas un peu moins violents, un peu moins sévères de dépression et d'autres maladies psychiatriques ou syndromes ou troubles. Heureusement, j'avais ma chambre toute seule puisque j'étais mineure. Et je suis restée cette fois-là un mois entier là-bas. C'était très long et j'ai pas eu l'impression que ça m'avait aidé beaucoup. Et encore, cette fois-là, il y avait un psychologue parce que les autres fois où j'y suis retournée, il n'y avait pas de psychologue. Donc c'est vraiment, si t'allais pas bien, bah tu pouvais à la limite en parler aux infirmiers qui étaient pas forcément là pour ça, ou en tout cas qui n'avaient pas la formation pour t'aider, ou tu pouvais vite fait en parler à ta psychiatre quand tu la voyais 10 minutes. C'est tout. Cette fois-là, il y avait quand même une psy, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Je sais juste que j'allais mal. Je sais qu'à un moment, mon père est venu me voir, mais je sais plus si c'était à cette hospitalisation ou aux suivantes. Mais en gros, il est venu me voir, on a parlé de choses assez en surface, comme d'habitude, on n'a pas vraiment réglé le problème de fond, il est reparti. J'ai pas eu l'impression que ça avait changé grand-chose, mais j'étais très heureuse d'avoir vu mon père comme si c'était le début d'une nouvelle vie finalement. Cette année-là, j'ai été encore hospitalisée plusieurs fois, donc j'étais sous médicaments, j'avais tellement de drogue dans le sang, et souvent il fallait réajuster le traitement, donc j'y retournais 1 ou 2 semaines, souvent 2 semaines. J'ai pas eu l'impression que ces hospitalisations aujourd'hui elles ont aidé. Je pense que en un sens, ça fait quand même du bien d'avoir juste un moment où tu dois plus trop stresser de tout, mais en même temps, bah, j'étais au lycée, donc j'avais le bac, la fin de ma première, j'avais aussi le bac à la fin de ma terminale. Ça veut dire que toutes ces hospitalisations, bah, les gens, ils allaient toujours en cours, donc moi, je devais rattraper énormément de cours, dont l'anglais, dont l'allemand, dont l'histoire de France que j'avais pas trop étudié forcément en Belgique. Donc c'était
assez compliqué. Franchement, je sais pas comment j'ai eu le bac. Et mon bac, je l'ai pas eu haut la main. J'ai vraiment eu à 11 et quelques. Mais en même temps, j'en suis fière parce que je l'ai quand même eu. À un moment, j'y croyais pas forcément que je pourrais l'avoir parce que j'avais vraiment autre chose en tête que étudier et être la meilleure de classe. Mais je l'ai eu. Il faut se contenter des petites victoires parfois. Pendant mes 2 dernières années d'études secondaires, j'étais un peu entre les cours et l'hôpital. Ma plus grande hospitalisation, c'était celle de 1 mois, la première. Après, c'était souvent 2 semaines, mais bon, voilà, c'est quand même 2 semaines où t'es pas à l'école, où souvent tu vas pas bien. Et je n'ai jamais forcément vraiment arrêté la scarification, ça dépendait. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et si vous vous demandez, mais je pense que vous le savez déjà puisque vous écoutez les autres épisodes, non, à aucun moment je n'ai parlé de l'inceste. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'avais aussi beaucoup de médicaments. J'ai été diagnostiquée bipolaire, ou en tout cas sur le spectre de la bipolarité, pour la simple et bonne raison que dans ma famille, il y a des cas de bipolarité. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle ils me l'ont donné, j'ai l'impression. Parce que le diagnostic est tombé beaucoup trop vite et j'ai pas eu l'impression qu'ils m'avaient vraiment ausculté, ils avaient vraiment essayé de comprendre mon fonctionnement. Donc j'y ai jamais vraiment cru à ce diagnostic parce que plus je lisais à propos de la bipolarité, plus je me sentais vraiment étrangère à ce trouble. J'avais pas l'impression que c'était moi. Donc j'y ai jamais vraiment adhéré à ce diagnostic. Donc bref, j'étais sur beaucoup de médicaments, dont du lithium. Je pense que cette merde m'a détruit le système hormonal d'ailleurs. Faut que j'aille faire des examens là, mais mes hormones sont un peu en bordel. Bref, après mes 2 années d'études, j'ai eu le bac et j'ai décidé que cette fois-ci j'allais retourner en Belgique parce que merde, on m'a retiré de mon pays. Moi j'y retourne pour mes études. Donc j'ai commencé des études de lettres et langues modernes à l'ULiège que j'ai arrêté après 3 mois. J'allais jamais en cours. J'avais aucune motivation. La plupart des cours se donnaient en anglais et il y avait même de l'italien et vraiment j'étais pas très bonne en anglais parce que le niveau bac en France il est pas non plus énorme, enfin vous êtes peut-être B1 maximum B2 à la fin de vos études, c'est tout. Ici on était sur des cours de littérature anglaise, en anglais j'en menais pas large. Donc j'ai arrêté mes études et dans ma tête, comme j'étais à Liège, comme j'étais par moi-même et que j'avais enfin la vie que j'avais rêvé pendant 2 ans, j'allais bien. Dans ma tête j'allais très très bien. Sauf que je l'ai pas si bien que ça. Et je me le suis prouvé d'ailleurs déjà après 3 mois d'études où j'ai craqué totalement, j'ai pleuré pendant des heures, je savais plus quoi faire de ma vie parce que j'ai toujours pensé que j'allais devenir éditrice. Et là j'ai arrêté mes études, je sais pas quoi faire de ma vie, je me suis dit que j'allais aller faire un tour du monde à vraiment mes idées. À ce moment-là, je peux vous dire que je suis passée sur toutes les idées cette année-là, que ce soit capillairement parlant ou dans ma vie. J'ai essayé de faire des trucs un peu trop dangereux parfois. Je pense que j'ai essayé d'avoir des coups d'un soir avec des gens très bizarres. Je vous assure, ça s'est jamais fait. J'avais l'impression que ma liberté n'avait aucune limite et du coup j'étais en mode wouh, je peux en profiter. Je me suis rasé le crâne, je me suis coloré les cheveux de toutes les couleurs, je me suis mis des dreadlocks, enfin vraiment, tu pouvais plus me stopper. Je pense que j'essayais juste de faire plein de trucs. Parfois c'était même à la limite de me saboter moi-même. J'allais vraiment pas bien. Maintenant, avec le recul, je l'ai bien vu. Vous voyez des photos de moi à cette époque. Je peux pas les blairer. Tu vois très bien que je vais pas bien du tout. Je prenais vraiment des décisions stupides. J'avais beau croire que j'allais bien, j'allais pas si bien que ça. J'étais perdue dans la vie, je savais pas quoi faire, autant sur le plan personnel que professionnel. On va enfin arriver à cette partie. Comment j'ai fait pour en sortir de la dépression? En tout cas, de vraiment être au fond du trou. Ça a commencé, on va dire, la première étape, c'était de trouver les études que je voulais faire. Je les ai vraiment trouvées par hasard. À la fin de mon année à Liège, je savais qu'il fallait que je fasse un truc de ma vie. Au début, j'avais dit que j'allais aller dans une école de design. J'avais pris la décision trop tard pour passer les concours. Donc je me suis dit, écoutez, pendant 1 an, je vais travailler et après, j'irai en études. On était à la sortie du confinement, Covid, tout ça, le travail, c'était pas forcément ça. Enfin, ce l'est toujours pas. Mais j'avais décidé de repartir en France pour être proche de ma meilleure amie. Parce qu'elle me manquait, parce que je savais pas où aller, je savais pas vraiment quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais aller chez elle. Un peu avant de déménager chez elle, on a eu une discussion, elle et moi, et on parlait de sa fac, où elle allait aller pour faire l'histoire de l'art. Et je me souviens que j'avais eu la réflexion, tiens, ça serait bien que j'aille à la fac. Peut-être que je pourrais réessayer avec, cette fois-ci, un cursus d'art. Et à la base, je me suis juste dit, bon, c'est parce que je sais que je vais pas trouver de job et je vais pouvoir avoir les bourses, donc je devrais pas trop m'inquiéter pour tout ça pendant 1 an. C'était peut-être une solution de facilité, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, bon, au moins, je pourrais aussi avoir de la culture générale pour passer les concours, et comme ça sera pas une année non plus de perdu. Quand j'ai voulu m'inscrire sur Parcoursup, dans la fac où je voulais aller, il n'y avait plus histoire de l'art, il y avait que art du spectacle. Est-ce que je me suis posé la question une seconde de savoir ce que c'était les arts du spectacle, alors que bon, c'est dit dans le nom?
Pas du tout. Je me suis juste inscrite, je me suis dit c'est bien, ça a l'air cool, ok, je vais aller à la fac. Tranquille. Et donc je suis vraiment arrivée le premier jour, grosse touriste. Je suis vraiment arrivée en mode les mains dans les poches, un bic, une feuille de papier. Sauf que quelques mois ont passé et j'ai découvert qu'en fait j'adorais ces études. Parce que j'avais pas capté que art du spectacle, ça comprenait le cinéma dedans. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je voulais travailler dans le cinéma. Et donc pour moi, c'était banger. J'adorais. Donc, j'avais des bonnes notes, j'adorais étudier, j'adorais aller en cours. Donc déjà ça a aidé parce que j'avais enfin un but dans la vie qui me paraissait faisable, que j'aimais bien, pour lequel j'étais motivée. Donc déjà ça change tout. Après, je vous dis pas de retourner aux études si vous êtes en dépression, mais essayez de trouver un petit truc dans la vie pour lequel vous pouvez voir dans le futur. Parce qu'en fait, c'est ça. La dépression, c'est que tu regardes pas le futur. Pour toi, le futur n'existe pas. T'as l'impression que tu vas crever tous les jours. Croyez-moi que je ne pensais même pas avoir un jour 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Bravo Charlie. Mais vraiment, essayez de trouver ce petit objectif pour lequel vous devrez regarder dans le futur. Mais ça voulait pas dire que dès que j'étais en études et que je me suis rendu compte que ça allait bien, j'étais en mode ouh, je vais trop bien, vive la vie, je respire des couleurs. Pas forcément. J'allais toujours assez mal. Surtout au début, il faut savoir que j'avais plein de problèmes administratifs parce que passer d'un pays à l'autre, même si c'est l'Europe, ça demande énormément de trucs administratifs. J'étais très très pauvre aussi, j'avais je pense moins 300 € sur mon compte en banque, donc tous les jours je me demandais si je pouvais manger, j'avais pas de meubles chez moi. C'était une source d'inquiétude si grande qu'en fait je pouvais pas totalement aller bien, et puis en plus je venais d'arriver à Amiens, je connaissais juste ma meilleure amie, c'était déjà beaucoup, mais voilà, j'avais quand même pas non plus beaucoup de connexions, je connaissais pas la ville, donc c'était aussi beaucoup d'inconnus. Fallait aussi le temps que je me fasse à cette nouvelle vie, et évidemment il y a eu la deuxième vague du confinement où on a eu les cours en ligne pendant tout le reste de l'année. Quel plaisir. Donc je sortais pas beaucoup, je rencontrais pas beaucoup de gens. C'était assez compliqué. Même si en un sens j'aimais bien les cours en ligne, c'était compliqué socialement. Et comme j'ai découvert maintenant avec le recul que la vie sociale c'était pour moi important quand même, j'adore être avec moi-même et j'en ai besoin. Voir mes copains de temps en temps, ça me fait tellement de bien. Donc ça aussi c'était dur pendant le confinement. J'ai commencé vraiment à voir la différence avec ma dépression quand j'ai commencé justement à ressortir en deuxième et en troisième année de fac, puisque je me suis fait plein d'amis. On avait des projets de films ensemble, on allait souvent au cinéma ensemble, on allait boire des verres. Moi-même, j'avais des projets, je voulais être stagiaire dans un festival de films, je voulais partir à l'étranger. Donc voilà, j'avais quand même beaucoup de projets et ça m'a aidé tellement à en sortir. Et pour en revenir aux médicaments, je les ai arrêtés pendant mon année d'études à Liège, donc en Belgique. J'avais totalement oublié cette petite étape aussi, qui fait peut-être que ça allait pas non plus très bien. J'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter tous mes médocs. Très dangereux, ne faites jamais ça, surtout si vous prenez des trucs comme du lithium. Ça peut être très très dangereux. Allez voir un professionnel s'il vous plaît. Pareil pour la scarification. La dernière fois que je me suis scarifiée, c'était début septembre de mon année à Liège. Pareil. J'étais trop anxieuse et je suis un peu retombée dedans. Mais depuis, je n'ai plus touché aucune lame. Mais après, il y a d'autres manières de se faire du mal. Et peut-être que ces 6 dernières années, il y en a quelques-unes que j'ai explorées, mais jamais à l'extrême. Les petits tips que je peux vous donner pour aller mieux, c'est déjà accepter que vous allez mal. C'est débile, mais ça, moi, je trouve que ça aide. Il n'y a pas de « oh non, je vais mal, je veux pas aller mal ». Non, tu vas mal, tu vas mal. Là, pour l'instant, je sais que quand je vais mal, j'accepte d'aller mal pendant 24-48 heures. Ça dépend quel est le déclencheur de ma grosse déprime. Mais parfois, je me dis, ok Charlie, pendant 48 heures, tu restes dans ton lit, tu fous rien, tu regardes des vidéos YouTube et tu manges de la merde. Mais dans 48 heures, tu bouges et tu revis ta vie. Et souvent, ça marche. Accepter que pendant 48 heures, vous serez une grosse patate. Parfois, ça peut être une semaine. Vous serez une grosse patate dans votre lit à bouffer de la merde, à regarder des séries débiles, à scroller sur votre téléphone. Après, essayez quand même de rester avec une hygiène de vie plus ou moins correcte. Voilà, faites le minimum. Prenez une douche, brossez-vous les dents et buvez de l'eau. Ensuite, extériorisez votre mal-être. Parlez, écrire. Vous pouvez même lire des livres ou des articles, des témoignages sur des personnes qui, comme vous, ne vont pas bien. Vous pouvez écrire dans votre journal un texte entier, vous pouvez écrire quelques mots, vous pouvez dessiner, faire un brainstorming des mots qui vous viennent à la tête quand vous pensez à comment vous allez en ce moment. Parler, vous pouvez juste parler à vos murs, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que j'ai commencé un podcast, parce que je me dis, bon, à un moment, ils vont penser que je suis folle, donc j'ai mis un micro et je me dis, je vais parler à des gens, peut-être que ça les aidera aussi. Vous pouvez aussi faire une liste à cocher quand vous allez pas bien. Alors, c'est pas très clair, je vous explique. Quand je vois que je vais pas bien et que je sais que je vais partir dans une
semaine où j'aurais vraiment pas envie de faire à manger, j'aurais vraiment pas envie de sortir dehors, de faire quoi que ce soit, je me fais une liste. Il y en a une que j'ai trouvée sur Pinterest et je pense que vous pouvez en trouver plein de choses à faire par jour. Par exemple, c'est sortir 5 minutes. Cherchez pas à faire une balade de 30 minutes, à part si vous le sentez, mais sortir 5 minutes, c'est juste faire le tour de votre quartier. Lire pendant 10 minutes peut être aussi sur la liste. Écrire 3 choses dont vous êtes reconnaissant ce jour-là, ça peut être vraiment des trucs très simples. Toutes des petites tâches qui ne prennent pas trop d'énergie et pas trop de temps, que vous devez cocher tous les jours pendant au moins une semaine. On est d'accord, hein, sortir dehors, faire du sport, machin, ça va pas vous guérir de votre dépression. Guérir de la dépression, c'est quelque chose de long. Il y a des hauts et des bas. C'est très très complexe. Ça demande surtout beaucoup de recherche du mal-être. Savoir d'où vient votre mal-être, parce que c'est comme ça aussi que vous savez le guérir. Après, je suis pas psychologue, hein. Si ça se trouve que je dis de la merde, vous pouvez me le dire, sans souci. Après, il y a la question, est-ce que la dépression peut vraiment partir totalement de votre vie? C'est une bonne question, je ne sais pas. Moi, j'ai très peur. Je vis tous les jours dans la peur qu'un jour ça revient. Et pour l'instant encore plus, parce que je sais qu'en ce moment, je vais pas très bien. Même si je trouve que je vais très bien pour la situation dans laquelle je suis. Mais je m'attends à tout moment d'avoir un mental breakdown et de repartir dans des dérives autodestructrices. Donc j'ai un peu peur. Parce que vraiment, je m'attendais à ce que toute cette histoire d'inceste et de briser le silence me fasse un peu plus de mal. Ou même genre être au chômage alors que je pensais que j'aurais un job super vite. Me sentir un peu inutile à la société. Je me dis c'est bizarre que j'aille bien. Aussi, je me suis dit que ma notion d'aller bien était assez altérée parce que pour moi, si je me scarifie pas et que je n'ai pas envie de mourir, c'est que je vais quand même bien. Alors que, bon, pas vraiment. C'est parce qu'un jour j'ai connu ce que c'était d'aller vraiment pas bien. Mais je pense que pour l'instant je vais pas bien. Mais comme c'est pas de l'extrême, je suis en mode ça va, ça va, ça va. Peut-être que 5 ans après avoir été au fond du trou, il serait peut-être temps que je revoie mes standards. Ou peut-être pas, hein, finalement c'est peut-être ça qui fait que je tiens dans la vie. Je ne sais pas. J'espère que cet épisode était clair. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup d'allers-retours. C'est quelque chose de très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de cette période-là. J'espère que cet épisode vous a aidé un peu. Je sais qu'en ce moment c'est très très dur parce qu'en tant que société c'est très compliqué de voir un futur avec tout ce qui se passe. Au niveau du climat, de la politique et de l'économie, il n'y a rien qui va. Donc désolée, je vous rassure pas là en fait. Je suis pas du tout en train de vous faire wouhou, ça va aller, wouhou. Faut juste qu'on se serre les coudes et qu'on continue de se battre. Même si parfois on dirait que c'est sans espoir, on va faire de notre mieux. J'espère qu'un jour on aura droit à notre 30 glorieuses aussi. Mais pas les mêmes qu'eux ils ont eu parce que du coup c'est pendant ces 30 glorieuses qu'ils ont un peu détruit la planète et qu'ils sont un peu partis en cacahuète. Non, je parle genre 30 glorieuses où on se dira oh, on va peut-être mettre la planète en priorité, les humains en priorité, machin chose chouette. Voilà. Je nous le souhaite, je manifeste. Bref, je voulais juste vous demander une dernière chose dans ce podcast. Je voulais vous demander si vous pouviez partager cet épisode ou n'importe quel épisode avec un ami ou une amie. J'essaie de faire connaître mon podcast le plus possible et donc je vous demande votre aide aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui continuent à m'écouter et qui sont là, qui répondent à mes stories, qui commentent, qui aiment, qui partagent. Merci, merci, merci. J'en reviens pas qu'on est déjà au 8e épisode. 7e sur papier, 8e parce qu'il y a eu l'épisode 0. J'avais un peu peur quand j'ai commencé le podcast d'abandonner parce que parfois ça arrive que j'abandonne. Parfois c'est pas toujours facile, mais à la fin je suis toujours très contente du résultat. Puis j'essaie de m'amuser un peu plus sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me suivre. Voix nue podcast. Dans la description vous pourrez retrouver le lien pour aller me suivre sur Instagram. Mais vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et sur Patreon. Et si vous pouvez même soutenir un peu financièrement la chaîne, comme ça j'arrive à payer la plateforme de podcast et peut-être même du matériel pour pouvoir enregistrer des épisodes avec d'autres personnes. N'hésitez pas si vous pouvez, évidemment. Je suis consciente que en ce moment c'est compliqué. Je n'ai pas oublié le fun fact. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous, et je trouve que ce fun fact est parfait pour cet épisode, savez-vous que manger épicé libère de la sérotonine et donc vous êtes plus heureux. Si un jour vous êtes un peu mélancolique, n'hésitez pas à manger un bon plat épicé. Comme ça, vous serez heureux. Voilà. C'était le fun fact du jour. Merci pour votre écoute. J'espère que votre semaine, week-end, journée sera belle et que vous allez bien. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est très important. Vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que ce que vous ne le pensez. Bye!